Deux adolescents discutent de leurs projets personnels. La voie que choisit Seiji, apprendre le métier de luthier en Italie, entre en conflit avec les vues de sa famille. Shizuku, elle, ignore encore ce qu'elle va faire. Le film pose la question de la déviance, c'est-à-dire comment sortir d'une voie tracée. Ce thème résonne particulièrement avec la vie du réalisateur, pressenti un temps comme le successeur de Miyazaki avant sa disparition précoce. Contrairement à son mentor, Yoshifumi Kondo privilégiera une virtuosité discrète, entre le rêve et le réel. Un art qui ne ferait pas de bruit. Dans Si tu tends l'oreille, Kondo s'est appliqué à représenter pour la première fois au sein du studio Ghibli, dans ses proportions, une ville contemporaine, là où les autres films avaient un ancrage plutôt rural ou imaginaire. Pour reproduire l'impression de réalisme et de contemporanéité, Kondo et son équipe ont ponctué le film d'éléments anodins, précis, chargeant les décors, comme l'appartement de la famille de Shizuku, ou encore la boutique d'antiquité dont l'amas d'objets anciens semble une porte vers un monde lointain, dont le caractère merveilleux rappelle l'univers imaginaire du roman qu'écrira le personnage, et qui lui servira d'échappatoire à la cité dortoir, comme à la voie tracée, en empruntant les marches plus escarpées, plus incertaines, de sa vocation. Cette application réaliste sert à l'identification au personnage, voulu par Kondo, qui cherche non seulement à nous en faire ressentir les évolutions, mais également la durée vécue. Le film prenant le temps de développer chacun de ces éléments, sans recourir, du moins visiblement, au schéma narratif attendu. L'illusion de réalité vient asseoir la charge vivante de la ville et lui confère une présence proche. Loin d'être grandiloquente, l'imagination s'immisce dans les creux quotidiens par de légers écarts, dont l'irréalité momentanée fait naître un sentiment d'onirisme léger, qui verse parfois dans le comique. Mais ce qui renforce le réalisme, c'est surtout son traitement de la narration, hors des préconisations classiques. L'intrigue est dépourvue de véritables obstacles. Là où l'on attendrait une résistance, les parents du personnage acceptent la vocation de leur fille sans qu'elle ait à la dévoiler. Cette acceptation est surnaturelle dans sa résolution, car elle empêche la mise en place attendue d'un nœud dramatique. Kondo prend systématiquement le parti de la simplicité, recherchant à la place le traitement de sujets microscopiques, voire banals, comme des histoires d'amour, de réussite ou d'échecs scolaires. Sous cette apparente simplicité se cache une recherche formelle qui ne se dit pas, une sorte de virtuosité silencieuse. Comme en artisanat, ce n'est pas l'objet, le sujet qui importe, mais la manière de le mettre en forme. Vers le quart du film, Shizuku rencontre un antiquaire qui se trouve être le grand-père de Seiji, de même que Miyazaki pour Kondo, qui lui aura laissé la tâche délicate de mener à terme ce long métrage, l'antiquaire aide Shizuku à se perfectionner. Si la pierre qu'il lui confie est une projection de son adolescence brute, qui cherche ce qui lui serait propre et qu'il lui faudra polir, elle est aussi une métaphore du film. Pierre aux abords banals, qui applique la plus grande précaution à nous faire ressentir seulement ce qu'elle nous cache. Un film qui nomme un arc-en-ciel sans le montrer, où il faut tendre l'oreille pour percevoir ce que la coquille contient de force esthétique. Une ville revient régulièrement, celle de Crémone, où Seiji partira faire une école de lutherie. Double réel de l'univers que créera Shizuku, cette ville permet un parallèle avec le conte d'Hoffmann, le violon de Crémone. Dans cette histoire, Anthony, fille du luthier Crespel, possède une voix merveilleuse à cause d'une infirmité physique. Mais chanter trop longtemps lui serait mortel, ce qui pousse son père à lui interdire le chant pendant plusieurs années. Une nuit, Crespel entend sa fille dans la pièce voisine. Il est paralysé par sa voix et finit par la retrouver morte. Pousser l'art au détriment de sa vie, c'est ce que fait Shizuku, qui se lance, suivant l'exemple de Seiji, le défi d'écrire un roman pendant son absence, délaisse un temps son existence sociale, se met en échec scolaire. L'art, pour Hoffmann et le personnage, passe au premier plan. Mais un excès d'art peut aussi réduire une œuvre, à l'image d'Anthony que son chant détruit. D'où la préférence que semble accorder Kondo à une esthétique de l'économie, de la discrétion.
Si le sublime nomme un instant où une limite est franchie, le film nous montre la voie d'un sublime inversé qui frôlerait cette fois le point le plus infime. Dans le conte d'Hoffmann, Anthony est séparée de la personne qu'elle aime, un musicien épris de son chant. Comme dans le film Les deux statues de chat, comme Shizuku et Seiji, comme le vieillard, et celle qu'il a rencontrée en Allemagne dans sa jeunesse. Mais une indécision plane sur ses retrouvailles. Son quotidien a empêché l'antiquaire de retourner en Europe. Sa boutique est à la fois son ailleurs et sa cage. Elle entretient le passé en barrant l'avenir. Une chose qui effraie Shizuku, qui fera tout ce qu'elle peut pour trouver la volonté de changer de vie. Si tu tends l'oreille évoque l'indécision, la patience, deux états qui s'opposent à la précipitation du personnage à finir son livre, et qui découvrira le temps et les efforts qui lui restent avant d'en être satisfaite. L'adolescence est ici ce moment où les projets se cristallisent. Un temps d'attente et de construction amère qu'il faut savoir traverser. Le film finit bien sur une promesse que les deux personnages comptent concrétiser après leur réussite. Un nouveau jour, peut-être banal, mais dans lequel Shizuku a désormais la certitude de ce qu'elle veut atteindre et de sa difficulté.